Merci beaucoup. Je vous propose de commencer. Donc, mes chers collègues, je souhaite la bienvenue aux membres de la commission d'enquête pour ce qui s'annonce comme le début d'une semaine un peu chargée. Nous siégeons ce soir, comme vous le savez, mais aussi toute la journée de jeudi. Et jeudi, nous démarrons à 8h30. Alors, nous commençons nos travaux avec l'audition ouverte à la presse et également diffusée sur nos réseaux des représentants de Dernière Rénovation. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie d'autant plus que nous avions à l'origine prévu une table ronde, mais d'autres associations n'ont pas souhaité venir échanger. En tous les cas, je me réjouis que nous puissions avoir cet échange cet après-midi. Alors, madame, messieurs, vous savez que des scènes de violence, aussi bien urbaines que rurales, ont émaillé les manifestations et les rassemblements qu'a connus la France au cours du printemps dernier. Nous avons pour tâche à la fois d'étudier les faits commis et d'apprécier la réponse opérationnelle donnée aussi bien par les autorités administratives que judiciaires. Je précise immédiatement que notre commission d'enquête n'a aucun pouvoir de décision, ni social ni environnemental, et qu'il ne nous appartiendra aucunement de formuler un avis sur des sujets comme réforme des retraites ou relance du nucléaire. Ce n'est pas du tout l'objet de notre commission d'enquête. Aussi, si nous pouvons comprendre les positions de principe et leur expression, je demanderai à chacun d'entre vous de se concentrer évidemment sur nos sujets. C'est l'objectif d'une commission d'enquête. Alors, un questionnaire vous a été transmis par notre rapporteur, M. Florent Boudier. Un certain nombre de questions pourront donner lieu à des réponses écrites par la suite. Et donc, avant de vous faire prêter serment et de passer la parole au rapporteur, il me revient de poser les deux premières questions qui permettront d'introduire nos débats. En premier lieu, vous représentez un collectif qui ne commet pas de violence. Je voudrais savoir si cette option a été considérée ou discutée ou si elle s'est imposée d'évidence. En revanche, Dernière Rénovation procède fréquemment à des actions qui peuvent tout de même être pénalement répréhensibles. Principalement sur le terrain de ce que l'on peut appeler l'entrave ou la dégradation de biens publics ou privés. Et donc là aussi, même question, cette option fait-elle l'objet de discussions internes à votre mouvement ? En second lieu, je voudrais savoir comment, dans les manifestations, vous réagissez lorsque vous réalisez qu'un Black Bloc est en train de se former à proximité. Est-ce que cette situation n'arrive pas en raison de mesures d'anticipation de votre part? Y a-t-il une consigne préétablie de reflux ou de rupture du contact, ou bien chacun est-il laissé libre d'agir à sa guise en fonction du contexte? Voilà quelques éléments. Et donc, pour cela, et conformément à la procédure, je vais vous demander, Madame, Messieurs, avant de vous donner la parole, et en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et donc, je vais vous demander à tour de rôle d'appuyer sur le bouton pour vous permettre de vous exprimer, de lever la main droite et de dire « je le jure ». On va le faire dans l'ordre. Donc, tout d'abord, Madame Marchal. Je le jure. Je vous remercie. Monsieur Tayeb. Je le jure. Et Monsieur Caltagirone. Pardon, je le jure. Merci beaucoup. Pardon, je vais déjà vous donner la parole par rapport à ces premières questions. Et puis ensuite, on enchaînera avec les questions de monsieur le rapporteur, puis celles des collègues. Et donc, j'invite aussi les collègues à se manifester auprès de moi pour m'indiquer lorsqu'ils souhaiteront évidemment intervenir. Donc, je vous passe la parole. À vous de décider l'ordre d'intervention. Donc, on a compris qu'il était d'usage de commencer par un propos liminaire.
que je débute. Nous nous présentons devant cette commission d'enquête parlementaire pour répondre à votre convocation pour audition. Quel est le sens de cette convocation de notre collectif Dernière Rénovation dans une enquête sur, je cite, des groupuscules auteurs de violences? Nous ne sommes pas un groupuscule, terme péjoratif d'emblée, et nous sommes fondamentalement non-violents. La non-violence est notre ADN, le principe même de notre action. Alors, quel est le sens de notre présence ici? Notre campagne revendique des mesures législatives enfin déterminantes contre l'évolution dramatique du climat. Alors merci de nous donner cette nouvelle occasion de porter notre message auprès des institutions. Nous avons déjà pu le faire dans une audition au Sénat à propos de la politique du gouvernement sur la rénovation thermique des bâtiments. Et notre campagne a contribué à l'avènement d'un vote majoritaire sur cette question en novembre dernier à l'Assemblée nationale. Nous étions là pour défendre sa légitimité. Initialement, vous l'avez dit, Monsieur le Président, la convocation de ce soir correspondait à une table ronde d'associations de défense de l'environnement. Corrigeons tout de suite. Nous ne sommes pas une association de défense de l'environnement, nous sommes une campagne de résistance civile non violente. Nous sommes des citoyennes et des citoyens, des gens ordinaires qui résistent à l'effondrement de notre société, à l'effondrement de nos conditions de vie, de notre sécurité vitale à toutes et tous. Nous sommes des personnes, jeunes, moins jeunes, dans toute la France, animatrices, boulangères, ingénieurs, fromagers, étudiants, charpentiers. Nous sommes des mères, des pères, des frères et sœurs, des grands-parents qui s'engagent pour protéger les personnes et le monde qu'ils aiment. Des personnes comme nous, il y en a partout dans le monde. Dans chaque pays, il y a des poches de résistance, des gens qui se battent pour un monde vivable, un monde qui ne se réduirait pas à des niches préservées pour les plus privilégiés, les plus puissants, au milieu d'un enfer. Ce ne sont pas des convictions que je présente, ce sont des faits scientifiques. Ce ne sont pas nos mots, ce sont par exemple ceux du secrétaire général des Nations Unies qui dit « Nous sommes sur une autoroute vers l'enfer climatique avec le pied sur l'accélérateur ». Dernière Rénovation fait partie d'un réseau présent dans 11 pays, avec des personnes aussi déterminées que nous, qui s'organisent pour résister au chaos. Nous espérons de toutes nos forces que partout dans le monde, les populations enjoignent les institutions de leur pays à agir au plus vite. Notre méthode a fait ses preuves dans l'histoire. La résistance civile non violente, le droit de vote des femmes, la reconnaissance des droits des personnes racisées, les droits fondamentaux des personnes atteintes du sida. Tout ça n'a pas du tout été obtenu par le seul fonctionnement parlementaire. Ces victoires sont le fruit d'actions perturbatrices, non violentes, menées par des personnes courageuses et déterminées. Comme eux, nous créons des perturbations non violentes et nous continuerons jusqu'à obtenir les changements indispensables à notre survie collective. Déranger un peu le cours des choses pour ne pas voir le cours des choses nous mener en enfer. C'est le GIEC qui déclare « Dans une large mesure, la société civile est la seule force motrice sur laquelle on puisse compter pour pousser les institutions à changer au rythme voulu. » C'est pour ça qu'on est là, pour que nos actions produisent les changements nécessaires pour nous protéger, nous et les générations à venir, parce que nous prenons nos responsabilités en tant que citoyennes et citoyens. Et nous demandons des choses concrètes, très concrètes, avec pour premier pas l'application des mesures de la Convention citoyenne pour le climat concernant la rénovation énergétique des bâtiments. Il s'agit d'un plan à la hauteur de l'urgence, expertisé, qui mise sur la capacité des institutions à respecter leur sens premier, œuvrer pour l'intérêt général. Concrètement, engager un tel plan de rénovation constituerait un triple bénéfice, en diminuant la dépendance énergétique de la France, en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, et enfin en permettant aux 12 millions de personnes qui vivent dans la précarité énergétique de s'en sortir. Car été comme hiver, cette forme de précarité tue tous les ans, par milliers, dans la plus grande indifférence. Nous avons adressé un premier ultimatum à l'Élysée en mars 2022, constatant l'inefficacité des politiques publiques en la matière. Et nous n'avons pas été entendus. En conséquence, nous avons mené 3 vagues d'actions successives. Ces actions, avec d'autres, ont replacé l'urgence climatique dans le cœur du débat, mobilisé des centaines de personnes, et en novembre 2022, ça a été dit, une hausse considérable du budget alloué aux politiques de rénovation a été votée au sein de cette Assemblée. Malgré cela, le gouvernement a écarté ce résultat par le 49.3,
et s'est contenté jusque-là de très timides réformes. Pour cette raison, nous continuons nos actions et nous assumons nos responsabilités face à l'histoire, là où ce même gouvernement les esquive. Car de façon générale, l'action politique est indigente. L'État a été condamné par les tribunaux administratifs pour le manque d'efforts à faire baisser les émissions de CO2. Le secrétaire général de l'ONU lui-même a qualifié de pitoyable la réponse des États au réchauffement climatique. Cette indifférence pour nos vies, ce choix pour les profits immédiats, représente aujourd'hui un crime de masse. Si rien ne change, il faut s'attendre au pire. Chaque degré de réchauffement global, en plus, implique une hausse de plus de 10% des conflits armés. La trajectoire actuelle condamne des régions où vivent des milliards d'êtres humains à devenir inhabitables. Et aucun d'entre nous ici ne sera épargné par un tel chaos. Le déni ou le cynisme ne protégera personne. Et pourtant, nous voici là, aujourd'hui, à devoir entendre malheureusement des suspicions d'une commission d'enquête qui se trompe, nous le pensons encore, de combat et de coupables. Les plus grands scientifiques pointent du doigt l'effondrement de nos conditions d'existence. Pendant ce temps, certains députés, pas tous heureusement, s'acharnent sur les citoyens qui défendent la vie sans violence. Ils prennent alors bien soin de ne pas cibler les groupuscules d'extrême droite qui sévissent par tabassage et agression dans le pays, attisant la haine quand on n'a plus que jamais besoin de solidarité. Les décisions de la classe politique, depuis des dizaines d'années, nous ont placés, moi, vous, toutes les générations actuelles, dans ce que la justice appelle un état de nécessité. C'est l'état dans lequel on se trouve face à un danger si grand qu'on est obligé de transgresser des lois pour y faire face. Comme le dit le rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement, et j'espère que vous aurez l'honnêteté d'en convenir, certaines actions illégales sont parfois légitimes. Non seulement nos actions sont légitimes, mais les choix politiques les ont rendues nécessaires, indispensables, parce que tout ce qu'il y avait avant comme recours pour se faire entendre a été ignoré, méprisé, et par là, c'est notre droit à la vie qui a été méprisé. Les marches, les rapports scientifiques... Il faut que vous éteigniez le micro, voilà. Il n'y en a qu'un qui fonctionne à la fois. Les marches, les rapports scientifiques, les pétitions, les recours en justice, les grèves lycéennes, les alertes, les mesures internationales, les rendez-vous de plaidoyer, les luttes locales, les discours à l'ONU n'ont pas été entendus aujourd'hui. Nous en sommes à bloquer des routes pacifiquement, à mener des actions coup de poing pacifiquement, à s'envoyer en garde à vue toujours pacifiquement pour vous faire agir. J'aimerais que tout le monde se rende compte de où est-ce qu'on en est arrivé. Je ne sais pas quelles histoires se racontent les gens au pouvoir aujourd'hui, mais moi je vais vous dire ce que je vois autour de moi dans la lutte. Je vois d'autres jeunes qui, comme moi, sont poussés vers le précipice. Ça, tout le monde le sait, n'importe qui a lu un rapport du GIEC le sait aujourd'hui. Quand on a mon âge et qu'on regarde la réalité en face, quand on fait ce choix-là, on doit faire le deuil de ses projets de vie, on doit faire le deuil de ses projets de famille, de son avenir. Imaginer un futur à plus de 5 ou 10 ans n'a strictement aucun sens aujourd'hui pour moi et pour tous les jeunes comme moi. En face de nous, il y a des gens, souvent plus âgés, qui exigent que l'on se taise au lieu de nous tendre la main pour essayer de nous aider face à cette catastrophe. J'espère que vous saisirez un jour, si ce n'est pas aujourd'hui, l'aliénation que ça représente. Cette injonction au silence face à la fin du monde tel qu'on le connaît, je crois que c'est quelque chose que l'histoire retiendra comme profondément obscène. Alors vous savez, tout ça est déjà tellement violent que les intimidations peuvent plus tellement attaquer notre détermination, malheureusement. Nos mouvements peuvent être dissous, on peut être stigmatisé, on peut être poursuivi, on peut être mis en garde à vue, mis en prison, on ne s'arrêtera pas. L'élan et le mouvement ne s'arrêteront pas. C'est le plus grand défi de l'humanité qui nous demande d'être à la hauteur et nous n'avons pas d'autre choix. La répression de notre action est dérisoire face à ce qui nous attend si on choisit de ne rien faire. À chaque fois que l'un de nous sera mis en cellule, tabassé, intimidé, vous verrez que parmi nous, parmi celles et ceux qui défendent la vie sur Terre, personne ne tremble. On fait face à une peur qui est infiniment plus grande. J'espère que chacun ici le comprend. Et j'aimerais ajouter une dernière chose, qui est peut-être la chose la plus importante dans ce qui doit être dit ici, dans cette commission spécifiquement, qui est aussi la raison pour laquelle une campagne non violente est venue à cette commission, malgré l'intitulé qui a été souligné par Florence. Si la résistance civile non violente d'aujourd'hui n'est pas entendue, inévitablement, ce sont des générations entières qui seront encore plus acculées, encore plus désespérées, et ça, vous le savez mieux que nous, c'est extrêmement dangereux. Le réchauffement climatique ne s'arrêtera pas,
comme par magie, vous l'avez compris, et par conséquent, la lutte ne s'arrêtera pas non plus. La répression n'y changera rien. Mais vous êtes les personnes au pouvoir aujourd'hui, vous êtes les puissants dans ce combat, je sais que vous le savez. Ça veut aussi dire que vous avez le pouvoir de décider quelle forme va prendre cette lutte. Ça veut dire que sur les questions de violence, comme pour le reste, la balle est dans votre camp, à vous ici. Vous voulez vraiment préserver la société des affrontements et de la violence, valider les méthodes non violentes au lieu de les criminaliser, et donner des victoires politiques à la résistance civile non violente. Toutes les autres issues sont chaotiques inévitablement. Et je vais conclure ce propos liminaire avec une question pour tous les gens qui sont ici, mais aussi pour tous les gens qui nous regardent peut-être. Selon vous, qui va protéger les populations, y compris les Françaises et les Français, y compris nos familles, y compris vos familles, à tous qui êtes ici? Qui va nous protéger face aux ravages du réchauffement climatique? Jusqu'à maintenant, le gouvernement ne le fait pas, c'est un fait reconnu judiciairement. C'est donc la responsabilité de chaque personne, chaque adulte, de regarder la réalité en face et d'agir. Ne jamais cesser d'agir tant que le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. Merci de nous avoir écoutés. Très bien, je vais tout d'abord passer, avant de vous repasser la parole, je vais passer la parole à monsieur le rapporteur quelques instants. Oui, merci Monsieur le Président. Merci à vous, contrairement à d'autres structures associatives ou pas associatives, d'avoir accepté le principe de cet échange. Dans le cadre d'une commission d'enquête, vous interrogiez les membres de la commission d'enquête, Madame Marchal, en disant quel est le sens de cette convocation. Le préfet de police de Paris n'est pas un groupuscule violent. Les médias, réseaux sociaux que nous interrogerons dans quelques jours ne sont pas des groupuscules violents. Une professeure d'université que nous avons interrogée il y a maintenant 15 jours ne fait pas partie des groupuscules violents. Et le journaliste Thierry Vincent, que nous allons interroger dans quelques minutes, après l'audition que vous acceptez ici d'honorer, n'est pas non plus membre d'un groupuscule violent. Et donc il n'y a aucune méprise à avoir sur le sens de votre convocation. Nous estimons par contre qu'il y a un sujet dans le cadre d'un certain nombre de violences commises à l'occasion d'un certain nombre de rassemblements. Un sujet de frontière entre violence et non-violence. Il y a un certain nombre d'organisations qui ont choisi l'action violente. Il y a un certain nombre d'individus qui n'appartiennent à aucune organisation structurée, qui ont décidé le mode d'action de la radicalité violente. Il y a un certain nombre d'organisations, vous en faites partie, qui ne souhaitent pas rentrer dans une logique de radicalisation violente, notamment envers les personnes, et qui, au contraire, s'affirment comme étant des organisations non violentes. Et donc, c'est le cas pour Dernière Rénovation. C'est l'intérêt de votre audition ici, c'est le sens de la convocation que nous avons adressée. Je lis d'ailleurs aussi, aux côtés de Monsieur le Président, les structures qui n'ont pas souhaité répondre à une convocation à laquelle on ne peut pas, normalement, dont on ne peut pas se retirer. Cette convocation est une invitation, mais c'est aussi une convocation à laquelle on doit se présenter. Ces structures, nous irons chercher leur présence, parce qu'il nous semble intéressant qu'elles puissent ici nous donner quelques explications. Vous dites conviction et fait, mais nous n'avons aucun doute sur vos convictions, et nous n'avons aucun doute sur les faits que vous avez indiqués. En revanche, le mode d'action que vous choisissez, le mode d'action que choisissent d'autres individus, d'autres groupes ou d'autres groupements, ça relève de la conviction du mode d'action. Benjamin Lucas, ici présent, pardon de citer mon collègue, a choisi un mode d'action qui s'appelle la représentation nationale, et il est député. Vous choisissez un mode d'action qui est celui de structures qui, parfois, prônent la désobéissance civile, on pourra en parler, l'action non violente mais déterminée, on pourra en parler. Mais ici, ce qui va nous intéresser, je vous le dis vraiment très clairement, ce n'est pas l'ultra-droite à l'occasion des rassemblements, parce que les éléments qui nous sont communiqués, pardon, Monsieur le Président, d'être aussi long, montrent qu'elle n'a pas participé directement à ce stade de nos auditions aux violences que nous étudions, mais nous interrogeons systématiquement nos interlocuteurs sur la réalité des violences provenant de l'ultra-droite dans les rassemblements et les manifestations dont nous parlons, et nous avons eu des indications très claires d'affrontements entre ultra-gauche et ultra-droite dans certains cas. Donc nous essayons d'avoir la réalité des faits de façon objective. Mais aujourd'hui, nous souhaitons mieux comprendre, en tant que députés de la Nation, quelle est la frontière entre violence et non-violence. Comment aujourd'hui elle se joue
dans un certain nombre d'actions qui sont de plus en plus radicales. Quelle est même la notion de radicalité? Qu'est-ce qu'elle veut dire à vos yeux? Comment elle se légitime? En quoi la désobéissance est-elle civile ou incivile? Voilà, nous cherchons simplement d'être nourris de la réflexion par des acteurs qui nous semblent légitimes d'interroger, puisque nous avons conviés à venir devant cette commission d'enquête. Et juste pour prolonger le propos de monsieur le rapporteur, vous voyez, ce qui nous intéresse, c'est que, comme vous avez pu l'indiquer, vous avez un choix qui est celui de la non-violence. Néanmoins, tout en choisissant la non-violence, il vous arrive d'aller sur le terrain de l'entrave. Et d'ailleurs, enfin, vous le savez pertinemment, et vous le dites, c'est un réseau d'ailleurs qui est transnational, puisque ce sont des actions que l'on retrouve à d'autres endroits, en Allemagne, etc. Et sur le terrain de l'entrave, eh bien, comment dire, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui vous amène à justifier cela, puisque, en fait, dans les éléments d'entrave, eh bien, on est sur quelque chose d'illégal. Alors, j'ai bien entendu, hein, M. Taïeb, quand vous disiez, il y a des choses qui peuvent être illégales, mais légitimes. Mais malgré tout, quand on est sur quelque chose d'illégal, c'est quelque chose d'illégal. Et je dirais qu'à un moment donné, il y a une frontière, dura lex sed lex, quoi. Et donc, à un moment donné, lorsque l'on décide de ne pas respecter la loi, la question est de savoir ce qui peut légitimer justement. Alors vous parlez d'état de nécessité, ce sont des éléments qui effectivement méritent que l'on puisse avoir votre éclairage sur ces points-là. Je vais vous repasser la parole et puis on pourra évidemment échanger. Pardon de revenir sur ce préalable de pas de méprise. Vous ne pouvez pas quand même faire abstraction du fait que nous nous présentons dans un contexte de répression historique, inégalée, de mouvements citoyens, de citoyens engagés, et qu'on assiste à des dissolutions de mouvements qui sont soutenus par des centaines de millions de personnes. On assiste à des répressions judiciaires, si on parle pour Dernière Rénovation, qui sont non proportionnées par rapport aux entraves dont vous parlez, aux délits. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des rapports des Nations Unies. Donc, permettez-nous quand même de replacer cette venue de notre collectif dans un contexte où, effectivement, nos collectifs de citoyens engagés pour essayer de préserver le bien commun sont très menacés actuellement par le pouvoir exécutif. Donc c'est quand même le contexte, c'est la réalité. Tu veux compléter ? Oui, moi je voulais juste compléter sur... parce qu'effectivement, les actions sont des actions de désobéissance civile qui sont assumées à visage découvert, toutes et transparent. Tous les gens qui ont fait des actions avec Dernière Rénovation sont à visage découvert. Ils ont donc tous, ou pour l'extrême majorité, assumé leurs actes devant la justice. Certains ont eu la faveur d'une dispense de peine, d'autres ont été condamnés en première instance et ont fait appel. Mais je pense que j'aimerais quand même recadrer le débat sur juste un point, si on se pose la question de la violence, c'est sur quel chemin on est actuellement. Et je pense qu'on est sur le chemin, il faut regarder historiquement. Pardonnez-moi, je vous interromps juste là-dessus. S'il y a quelqu'un qui recadre les débats, c'est moi. Non, bien sûr. Enfin, voilà, donc j'essaie d'apporter une véritable à un moment donné, réponse. soyons quand même dans une logique. Encore une fois, on est là pour vous entendre, mais attention aux mots que vous employez. Voilà, je veux dire. Donc, s'il faut les recadrer, je les recadrerai. J'essaie de vous faire une réponse sincèrement. Si vous pensez que c'est à côté, je repréciserai avec plaisir. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qui nous reste d'autre aujourd'hui? Vous vous posez la question de comment ça se fait qu'aujourd'hui, des jeunes et des moins jeunes en arrivent, Florence est médecin, en arrivent à bloquer la route, à faire entrave à la circulation et à assumer les conséquences de leurs actes. Ça veut dire aller en garde à vue. On a tous été ici en garde à vue. On ira probablement tous en procès. Donc pourquoi on en arrive là? Parce qu'il faut quand même remettre une perspective historique de tous les autres moyens qui ont été utilisés. Personne ne fait ça par plaisir, il faut que vous en ayez vraiment conscience. Personne ne fait ça par plaisir. Les premiers impactés, c'est nous. Et du coup, Nicolas Hulot qui démissionne parce qu'il dit qu'il n'a aucun moyen d'action, les marches par millions, les actions en justice qui aboutissent, qui sont victorieuses et qui ne changent rien, en fait, on essaye juste d'être lucide politiquement.
Et là, aujourd'hui, on estime que la lutte, la désobéissance civile et la résistance civile non violente, comme elle a été pratiquée dans l'histoire, avec les suffragettes, avec les mouvements pour les droits civiques américains, et en France, plus récemment, avec les droits et la lutte contre le sida, les droits pour les personnes homosexuelles et la lutte contre le sida, aujourd'hui, on estime que c'est la meilleure option pour nous, et à raison. Et j'espère qu'aujourd'hui, ça le restera. Et pour moi, c'est votre rôle d'institution que de montrer que c'est une méthode d'action qui est valide, qui est légitimée. Parce que sinon, effectivement, il y a des problèmes de dérive de gens... Oui. Je t'en prie. Essayer de comprendre. Moi, ce qui m'intéresse en tant que rapporteur qui va écrire un rapport, bon, c'est de mesurer, et je n'ai pas d'idée préconçue sur le sujet, ce qui relève de l'incitation à la violence, de provocation à la violence. Et je fais une distinction dans la gradation. En tout cas, je pense qu'ici, tous les collègues présents font une distinction entre l'entrave sur une autoroute, éventuellement, enfin, je prends cet exemple, mais il y en a d'autres, qui est un mode d'ailleurs relativement ancien, parce que j'ai le souvenir, en tant que militant d'un ancien parti politique, d'avoir participé à une entrave routière. C'était une route nationale, ce n'était pas une autoroute. Bon, voilà. Donc je fais des aveux, moi aussi, d'actions passées. Mais je fais la distinction entre l'entrave, je fais la distinction entre certains phénomènes qui peuvent avoir une gravité ou qui sont des infractions pénales, et puis, vous voyez bien, le passage à la violence aux personnes, la dégradation systématique, qui n'est pas simplement, qui est le sabotage, la destruction, qui peut aller beaucoup plus loin, et qui fait qu'il y a aujourd'hui une frontière qui semble plus trouble entre ce qui relève du militantisme, de l'activisme, et ce qui relève de la violence. Nous, on parle bien des groupuscules violents, ceux qui s'attaquent par conséquent aux biens, mais aussi aux personnes, qui est un choix que vous n'avez pas fait. Et donc, ce qui nous intéresse, je pense, c'est... Je comprends bien le passage de frontière que vous indiquez. Moi, ce que j'entends, ce sera ma question, j'entends beaucoup dire, y compris de la part d'un certain nombre de militants, une fois que la voie judiciaire a été perdue, une fois que la voie électorale a été perdue, j'en viens à la violence, parce que c'est mon seul modèle d'action. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez, ou est-ce que vous êtes aujourd'hui plutôt des régulateurs d'expression de cette violence avant qu'elle ne se commette, ou est-ce que vous pensez que votre raisonnement est une pierre dans une succession d'événements qui peut aboutir à la violence? Je pose ces questions avec, non pas de naïveté, bien sûr, mais un vrai intérêt, parce que cette frontière, aujourd'hui, elle me semble floue, et elle me semble parfois aussi instrumentalisée. Merci pour votre question. Déjà, vous avez parlé de violence par rapport à des atteintes aux biens. En droit pénal français, il y a une distinction quand même entre la dégradation et la violence qui est que exclusivement tournée vers les personnes. Donc on parle de violence normalement quand on s'en prend aux personnes, et ça, nous, en aucun cas, on va légitimer ça d'une façon ou d'une autre. Maintenant, effectivement, il y a toute une nuance, et c'est légitime de s'interroger sur, face à une certaine situation, une situation d'urgence, une situation de crise, une situation où les institutions peuvent être bloquées, peuvent être dans une incapacité à protéger le bien commun et à répondre à cet intérêt général pour lesquels les représentants du peuple sont élus. Il y a une légitimité à se dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et effectivement, nous, on se pose cette question. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on commence à se poser la question, tout est permis, on fait n'importe quoi. Ça veut dire que, c'est pas parce qu'on sort du cadre de la légalité qu'on sort du cadre de la morale et de l'éthique. Au contraire, on y re-rentre d'autant plus, puisqu'on vient s'interroger vraiment sur ce qui est juste, et pas seulement sur ce qui est légal, ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai pas le droit de faire. Donc nous, des organisations comme la nôtre, bien sûr, on se pose cette question en profondeur, et on se pose des limites éthiques, des limites morales qui sont très claires. Et donc c'est une des raisons pour laquelle nous utilisons des tactiques d'action qui sont non violentes. Mais comme l'a rappelé Pierre tout à l'heure, le risque, c'est quoi? Face à un réchauffement qui augmente de plus en plus, face à une tension sociale qui est de plus importante sur divers sujets, mais sur celui-ci notamment, face à un désespoir de plus en plus fort chez des jeunes des moins jeunes qui se sentent impuissants face à une situation qui menace leur vie, la vie de leurs proches, écoutez, je ne dis pas que c'est légitime, mais je dis que c'est il y a une certaine logique à ce que les actions de contestation se radicalisent et deviennent de plus en plus violentes. Et nous, très clairement, c'est pas ce qu'on souhaite.
Nous, ce qu'on souhaite, c'est que grâce à nos actions, on puisse enclencher des changements de société d'ampleur qui nous permettent de nous maintenir dans une société qui respecte les limites planétaires. C'est tout. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur la question de tout à l'heure dans la question que je posais, il y avait cette question du rapport au Black Bloc. Donc vous êtes présent dans un certain nombre de manifestations. Est-ce que votre organisation Dernière Rénovation donne des consignes en la matière et puisque en réalité on voit bien que les Black Blocs ont comme moteur à un moment donné de passer à de la violence. Peut-être reclarifier rapidement les actions de Dernière Rénovation, parce que du coup nos actions ont été principalement jusque-là des blocages de routes sur des petits groupes de personnes du périphérique parisien et d'autres routes sur le territoire français qui ont été faits où il n'y a même pas eu de réponse verbale, même pas de violence verbale envers qui que ce soit, physique encore moins. Donc on n'a pas été en contact avec les Black Blocs. En réalité, on n'a pas été en contact parce que c'est pas notre mode d'action. Notre mode d'action, il est perturbateur. Il n'est plus dans la protestation, il est dans la perturbation pour essayer de créer un électrochoc dans cette société. Donc, en tant qu'organisation Dernière Rénovation, vous ne participez pas aux manifestations. Par exemple, nous avons, quand on regarde un petit peu évidemment les manifestations auxquelles on s'intéresse, il y a notamment celle autour de Sainte-Soline. Votre organisation n'était pas présente? Non, nous n'avons pas appelé à participer aux manifestations de Sainte-Soline. Pardon pour les collègues, j'essaie d'alimenter mon futur travail quand même de rédaction. Je reviens sur cette question de la transition entre non-violence et violence. Je pose la question franchement, est-ce que l'expression que vous avez eue à l'instant en disant mais dépasser une certaine limite tout en fixant, j'ai bien compris, dépasser une certaine limite, ça a sa légitimité. Est-ce que vous ne pensez pas, première question, que ça peut être perçu par un certain nombre de nos concitoyens comme une possibilité d'aller encore plus loin et d'aller vers une radicalisation violente, y compris vis-à-vis des personnes? C'est une première question. Et deuxièmement, est-ce que vous ne pensez pas que ça construit une sorte de face-à-face binaire qui dessert peut-être la cause que vous conduisez? Enfin, c'est une question que je me pose. Ouais, c'est deux questions que je me pose, en tout cas. Je ne sais pas comment vous dire à quel point votre question, elle a une focalisation sur voilà, c'est comme si c'était un bout de lorgnette. On parlait de Sainte-Soline et des affrontements, mais il y avait des dizaines de milliers de personnes qui venaient de façon non violente. Et là, voilà, là, on concentre les débats sur la limite entre des mouvements non violents, le passage à l'action violente et tout ça. Ok, je comprends que c'est l'objet de cette commission, mais moi, je suis là parce que j'ai fait des actions avec Dernière Rénovation. J'ai un métier, j'ai une famille, et moi je ne me sens pas du tout concernée par cette question en tant que citoyenne engagée dans Dernière Rénovation, ayant fait des actions, m'étant trouvée 3 fois en garde à vue, des dizaines et des dizaines d'heures, étant en procès plusieurs fois, condamnée déjà. Moi, je trouve que la violence, elle est celle que vous citez, elle m'effraie bien sûr, mais c'est pas celle-là que je vois tout le temps. Je trouve qu'il y a un projecteur qui est disproportionné sur la violence dont vous parlez et qui nous fait peur à tous. Mais par contre, on ne parle pas de la violence, de ce qui va arriver dans nos vies, à mes enfants, à moi-même. Je viens d'avoir une petite fille qui a 8 mois, que je viens de quitter tout à l'heure. On parle de cette violence-là. Et vous parlez de voilà, vous nous concentrez sur à quel moment une action de militantisme, jusqu'où on va, et vous nous titillez un petit peu sur les blocages. C'est quand même une entrave, c'est quand même un délit, donc c'est normal que vous alliez en justice. Je voudrais vous lire un extrait d'un rapport des Nations Unies du 15 juin dernier. Pardonnez-moi, je précise juste un point.
c'est un rapport d'experts des Nations Unies, mais c'est un rapport qui ne porte pas officiellement le logo des Nations Unies, l'institution Nations Unies, parce qu'en fait, on a eu un débat déjà sur ce point. L'institution Nations Unies ne cautionne pas ce rapport, que les choses soient quand même précises à cet égard. C'est le rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, qui dépend des Nations Unies. Pardon de l'imprécision. Mais ce rapporteur juge que le droit de réunion pacifique est un droit fondamental qui forme le socle même des systèmes de gouvernance participative fondés sur la démocratie, les droits humains, l'état de droit et le pluralisme. Et ce rapport rappelle à la France que toute stratégie de maintien de l'ordre doit respecter les principes de nécessité et de proportionnalité dans le seul but de faciliter les réunions pacifiques et de protéger les droits fondamentaux des personnes qui y participent. Donc voilà, moi, la violence, je la vois aussi de façon très importante sur les réunions pacifiques et tous ces gens auxquels je m'identifie, qui se font arrêter, puisque j'en fais partie, de façon disproportionnée par rapport à des actes qui sont certes répréhensibles, mais qui ne justifient pas toute cette répression aux yeux des observateurs internationaux. Est-ce que je peux me permettre de compléter? Allez-y. Moi, j'entends aussi comment on arrête, comment on répond et comment on évite la dérive violente et la tension dans la société. Et je pense vraiment, je réinsiste sur le fait que là, j'ai l'impression que le pouvoir en place, je ne sais pas si c'est vous personnellement, mais le pouvoir en place a choisi la voie de la répression. Et je ne sais pas comment dire à quel point c'est ne pas comprendre la détresse dans laquelle on est aujourd'hui face au réchauffement climatique. Je pense vraiment que c'est vraiment de l'incompréhension profonde de ce que c'est que d'être jeune à cet âge-là et de ne pas pouvoir se projeter. Et ça ne va pas s'arrêter, ça va être de pire en pire cet été. Je ne sais pas combien de morts on va devoir compter encore, rien qu'en France. Et je pense qu'il y a une autre issue vraiment que vous devriez considérer et que toutes les personnes qui sont en charge aujourd'hui doivent considérer, c'est l'action politique. Aujourd'hui, le meilleur moyen de pacifier l'action militante, c'est de donner des victoires politiques aux méthodes non violentes. Si on ajoute à la liste de la honte que j'ai citée tout à l'heure, des manifestations, des rapports en justice et tout ça, la résistance civile non violente, qu'est-ce qui nous restera pour les gens qui, de toute façon, devront agir ? Parce qu'il s'agira de vie ou de mort. Et sur ça, je vous invite à vous renseigner sur les gens qui sont beaucoup plus en détresse que nous aujourd'hui dans les pays du Sud, quels choix ils font. Et c'est jamais l'inaction, jamais. Et je pense que c'est vraiment une option qui doit être considérée de manière un peu plus sérieuse qu'actuellement. Alors, juste un point de précision. Nous, ça a été rappelé tout à l'heure par monsieur le rapporteur, une commission d'enquête, nous, on est au Parlement. C'est-à-dire qu'on considère justement qu'il y a une séparation entre, d'une part, le législatif, d'autre part, l'exécutif, et puis, par ailleurs, le judiciaire. Et ça semble d'ailleurs un principe même du fonctionnement d'une institution justement démocratique. Alors il y avait d'autres demandes de prise de parole, donc Monsieur Caron, je vous en prie, et ensuite Madame Diaz. Merci Monsieur le Président. Ma prise de parole sera d'abord pour exprimer un étonnement. Je trouve cette audition un peu surprenante, pour le moins, pour l'instant. D'abord par la présence même devant nous de porte-parole ou de militants ou de membres de Dernière Rénovation, qui sont un mouvement, ils l'ont rappelé, qui revendique la non-violence comme moyen d'action. Or, si je reprends l'intitulé, mais ça a été souligné, mais je veux y revenir parce que vraiment je suis surpris. Nous devons bien enquêter sur la structuration, le financement, les moyens, les modalités d'action des groupuscules auteurs de violences. Ou alors c'est à supputer que Dernière Rénovation aurait commis des violences. J'ai pas d'éléments. Juste là-dessus, monsieur. Non, mais justement, je voudrais continuer à exprimé sur ce point précis. En tout cas, justement, je voudrais continuer, si vous me permettez, Monsieur le Président, à argumenter de mon étonnement. J'ai bien compris que vous ne les accusiez pas de violence, mais que vous vouliez en connaître davantage sur, par exemple, leur motivation. Ça ne fait pas partie de l'intitulé de notre commission d'enquête. On n'est pas là pour interroger les gens sur leur motivation, mais sur la structuration, le financement, les moyens, les modalités d'action des violents. Alors là, vous avez une autre question, et c'est là que je suis extrêmement surpris, c'est, on va essayer de démontrer si quand même leur existence ne poserait pas problème à notre démocratie. Est-ce que vous ne pensez pas que, bien qu'étant non violent, le simple fait que vous exprimiez, ça ne pourrait pas encourager à terme la violence? Et je dois avouer que je ne comprends pas très bien votre démarche, si ce n'est peut-être avoir un questionnement orienté pour détourner l'objet même de cette commission d'enquête.
De la même manière, monsieur le rapporteur, ou non, c'est vous, monsieur le président, qui avez tenu à souligner le fait que, néanmoins, quand même, nous avions devant nous des personnes qui appartenaient à un mouvement qui faisait des choses illégales. Et la loi, c'est la loi. Vous avez tenu à le dire. Et là, je suis ennuyé parce que, lors du lancement de cette commission d'enquête, vous avez rappelé que lorsque nous auditionnons des personnes, nous sommes soumis à l'article 40 du Code de procédure pénale qui nous oblige à rapporter éventuellement un fait illégal, un crime, un délit, etc. etc. Donc je ne comprends pas très bien cette ambiguïté. J'ai presque l'impression que vraiment, mais ce n'est peut-être pas de votre fait, et je ne vous prête aucune intention. Je ne prête aucune intention, mais ça peut être inconscient parfois. Vous savez, il y a l'inconscient qui s'exprime d'une certaine manière. Pas chez vous, il n'y a pas d'inconscient chez vous. Vous feriez bien exception à l'humanité. Et je suis sûr que vous ne faites pas exception. Et donc, il y aura peut-être comme une forme de procès, presque, pour essayer... dans le questionnement qui est le nôtre pour l'instant aujourd'hui, c'est un petit peu le commentaire. Donc, je dois avouer que je ne comprends pas très bien ce que nous sommes en train de faire en ce moment même. Vous avez raison, ce n'était pas une question, mais vu que nous sommes dans une commission d'enquête, je crois qu'un point de vue peut aussi être audible. Très bien. Madame Diaz, ensuite Monsieur Lucas, puis Monsieur Taverne, et puis on poursuivra. Diaz, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, bonjour, Messieurs. Vous êtes décrits comme étant des militants engagés, respectueux d'un mode d'action non violent. Permettez-moi de vous dire que je ne partage pas tout à fait votre point de vue. Tout d'abord, je voudrais souligner la dureté de l'intonation de vos propos liminaires. Ensuite, je voudrais aussi souligner la dureté de vos modes d'action. Vous dites qu'ils sont non violents, mais quand vous participez au blocage d'un périph' ou alors que vous faites intrusion dans des événements sportifs, vous faites preuve d'une certaine forme de violence parce que vous imposez votre présence à des personnes qui ne sont pas venues pour vous regarder. Et enfin, je voudrais aussi souligner la dureté de vos propos, voire de vos accusations, en tout cas du champ lexical que vous employez. Vous parlez d'offensive autoritaire, vous parlez de militants tabassés, de criminalisation de l'opposition, vous parlez de mode d'opération, d'intimidation et de répression. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, la première, c'est qu'est-ce qui vous permet de dire que vos revendications sont plus légitimes que d'autres ? Qu'est-ce qui vous permet de vous autoproclamer dans le camp du bien ? Et qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que tous ceux qui ne pensent pas comme vous seraient dans le déni et n'auraient pas conscience du danger criminel, du danger de mort qui nous attend tous ? Donc je trouve que voilà, votre positionnement un peu radical et pour le moins sectaire. Et ma deuxième question, c'est quelque part en délégitimant ou en accusant la police, l'État, tout ce qui représente les institutions, est-ce que vous ne contribuez pas précisément à l'escalade de la violence dont c'est l'objet précisément de notre commission d'enquête parlementaire ? Quel d'entre vous souhaite s'exprimer ? Oui, je vous en prie. Je vous remercie pour votre question. Alors déjà, vous avez expliqué que nos actions entreraient peut-être comme une certaine forme de violence. Moi, je ne sais pas ce que c'est une certaine forme de violence. Le droit pénal est très clair. Les violences sont qualifiées de violence lorsqu'il y a des violences à l'égard de personnes, pas à l'égard des biens. Et à aucun moment, aucun ministère public n'a requis la qualification de violence à l'encontre de nos actions. C'est vraiment arrivé à aucun moment. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Moi, je ne sais pas ce que c'est une certaine forme de violence, mais nous, ni un juge ni un ministère public n'a jamais requis cette qualification-là. Donc pour moi, c'est nul et non avenu. Ensuite, sur le camp, vous dites qu'est-ce qui justifierait que nous nous proclamions dans le camp du bien ? Alors ça, c'est une vraie question, une question intéressante, parce qu'effectivement, dans l'absolu, avec un état d'esprit très relativiste, on pourrait se dire, mais après tout, si vous faites des actions illégales pour ce que vous défendez, pourquoi d'autres groupes qui viendraient défendre d'autres choses complètement différentes ne pourraient pas aussi promouvoir des actions illégales ? Mais nous, soyons très clairs, sur quoi on se fonde ? On se fonde sur un consensus scientifique. Un consensus scientifique, c'est quoi ? Un consensus scientifique, c'est simplement la meilleure méthode, la meilleure manière d'obtenir des connaissances à l'heure d'aujourd'hui.
Donc il n'y a pas de meilleur moyen de savoir ce qui est à peu près vrai qu'un consensus scientifique. Et bien sûr qu'en tant qu'être humain, on nage dans l'incertitude, le doute, les opinions, les convictions diverses, mais fondamentalement, le consensus scientifique, c'est la chose la plus solide dont nous disposons pour justement avoir un minimum de certitude et avancer dans la bonne direction. Donc nous ne sommes pas dans le camp du bien, on ne se prétend pas dans le camp du bien, on dit juste, attendez, il y a un consensus scientifique très clair qui dit que des pays vont devenir inhabitables à horizon 10, 20, 30 ans. Des pays qui vont devenir inhabitables. Des milliards de personnes qui vont être sur les routes. Donc on a un consensus scientifique qui nous dit que nous, notre biodiversité, notre agriculture est menacée en France à cause de ce réchauffement climatique. Nos conditions d'existence sont menacées à cause de ça. Donc c'est pas une histoire d'être dans le camp du bien ou pas, c'est simplement se dire, mais au fond, comment est-ce que je sais ce qui est vrai, ce qui est juste? Nous nous appuyons sur un consensus scientifique. Voilà, c'est tout. Ensuite, sur votre deuxième question, est-ce que nos actions contribuent à l'escalade de la violence? Là encore, on a déjà un petit peu répondu à ça et ça nous a été redemandé, mais non, ce qui contribue à l'escalade de la violence, c'est l'indifférence des pouvoirs publics, ce qui contribue à l'escalade de la violence, c'est les élites économiques qui refusent de prendre les mesures qu'il faut pour restreindre la folie du système économique dans lequel nous sommes. C'est l'escalade de la violence, c'est l'impuissance, ce sentiment d'impuissance en fait qui est créé par tous ces jeunes dont parlait Pierre auparavant, qui en fait n'ont plus aucun moyen de défendre leur vie et leur avenir. Oui, je vous en prie, il faut juste... Voilà. Vous dites qu'on délégitime les institutions. Pas du tout. Pas du tout, puisque notre objectif est d'obtenir des mesures législatives. Et que, on l'a dit dans le préambule, on est en contact, on essaye de faire en sorte que l'Assemblée nationale, le Sénat, puissent produire des lois qui vont dans le sens de mesures réellement efficaces. Et notre revendication principale, unique, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Et pour ça, on n'est pas du tout dans la délégitimité des institutions, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Merci beaucoup. Monsieur Lucas, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je ne veux pas commencer par une polémique inutile avec l'oratrice du Front National, si ce n'est dire que moi, je n'ai pas entendu une parole, je n'ai plus votre expression, chers collègues, un champ lexical violent. J'ai au contraire entendu une parole que j'estime lucide, sincère et déterminée, et qui montre que nous avons en face de nous des gens qui veulent peser sur le cadre du débat démocratique pour que nous prenions un certain nombre de mesures nécessaires et pas remettre en cause notre modèle démocratique. Je crois que c'est important, en préalable, que ce soit dit et entendu. Et de ce point de vue-là, je rejoins l'interrogation de mon collègue sur la pertinence de vous entendre. Mais comme ce que vous nous avez donné à entendre, moi, me paraît extrêmement utile et nécessaire, de ce fait, je me réjouis que vous ayez été convoqué. Je me permets un petit préalable, puisque le rapporteur m'a cité nommément tout à l'heure pour faire état de mon exemple personnel. Chers collègues, pour être député, je n'en suis pas moins militant. Et je sais, comme parlementaire, et comme parlementaire écologiste singulièrement, ce que nous devons dans cette institution, dans l'histoire de notre République, au mouvement social, au mouvement civique, au mouvement républicain, ce que nous devons notamment dans la période dans laquelle nous sommes sur la question climatique, sur la question de la préservation de la biodiversité. On ne vaincra pas le plus grand péril de l'histoire de l'humanité qu'est le péril climatique sans une mobilisation de la société et donc sans des citoyennes et des citoyens conscients, mobilisés, déterminés et parfois beaucoup plus lucides et beaucoup plus déterminés que nous ne le sommes dans ces enceintes. Et parce que nous avons affaire, ça a été dit, à des forces économiques, à des forces d'inertie, à des lobbies puissants qui nécessitent que nous, parlementaires, quand bien même nous serions unanimes à prendre les bonnes décisions, aurions besoin d'un mouvement dans la société. Et c'est ainsi que ça se passe depuis 2 siècles de République. Et je tiens aussi à le dire, il n'y a pas d'opposition de mon point de vue entre l'engagement parlementaire. Je sais que vous avez d'abord bloqué des routes puis êtes devenu parlementaire. Je considère qu'il y a peut-être quelque chose qui a mal tourné chez vous. On peut continuer à faire les deux.
évidemment. Non, mais j'espère pour vous. Mais voilà, je pense qu'on a besoin aussi de cette conjonction qui est incarnée là, et que parfois, oui, la désobéissance, parfois l'action à l'égard de la loi d'un moment s'avère à l'échelle de l'histoire, et vous avez placé la perspective historique dans votre propos, s'avère nécessaire, et nous sommes dans toutes nos familles politiques, d'ailleurs les héritières et les héritiers souvent, de personnes, de militantes et de militants qui ont lutté parfois aux marges de la loi pour obtenir des grandes avancées pour toutes et pour tous. Ma question, elle sera double. Elle sera d'abord sur le maintien de l'ordre. Est-ce que vous estimez que dans les actions qui sont les vôtres, le maintien de l'ordre tel qu'il est organisé est de nature à engager des désescalades et de l'apaisement, ou est-ce qu'il est construit de nature, ou est-ce qu'il amène à ce qu'il y ait parfois des risques de tensions qui montent dans les actions qui sont les vôtres et qui sont, je le rappelle, par nature non violentes? Mais est-ce que le maintien de l'ordre tel qu'il est organisé est de nature, j'allais dire, pour vous, à créer de l'apaisement et à ce qu'on passe à autre chose, ou est-ce qu'il met de la tension? Et enfin, peut-être une question sur le contexte dans lequel nous sommes et qui va avec l'objet de cette commission d'enquête. Est-ce que le mouvement actuel d'ultra-répression des organisations écologistes, des mouvements écologistes, est de nature à vous effrayer et à vous faire changer de modalité d'action ou de détermination, ou au contraire, qui n'a aucun impact, et ce qui démontrerait, le cas échéant, qu'on peut brutaliser un mouvement, on ne l'empêche pas? Je vous laisse répondre aux questions posées par M. Lucas. Merci. Concernant le maintien de l'ordre, je pense que c'est spécifique à chaque action et qu'il y a plein d'exemples, et quasiment toutes nos actions sont documentées, donc on peut avoir des exemples divers et variés sur Internet, donc je pense que là-dessus, les gens peuvent se faire une idée. Moi, ce que j'ai vu, par contre, beaucoup, c'est des abus très clairs, de l'intimidation très claire, à plusieurs égards. On a failli d'ailleurs pas pouvoir rentrer dans cette assemblée parce qu'on a fait un rassemblement de soutien devant et qui bloquait l'accès, ce qui aurait été une ironie quand même pas mal, et je pense que c'est symptomatique de certaines choses dans le pays, et plus globalement, sur le maintien de l'ordre. On n'est pas que dernière rénovation, c'est un mouvement plus global, et vous le savez, et là, pour le coup, on a énormément d'exemples d'abus, clairement, à tous les niveaux. Concernant la deuxième question, que je veux bien que vous me rappeliez, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas eu le temps de la noter. Ah oui. Bah, du coup, j'ai eu l'impression de répondre un peu déjà à cette question, mais je vais peut-être développer un tout petit peu sur la répression. Juste un point, puisque vous évoquez le fait, vous évoquez des abus. Et donc, est-ce que vous pourriez développer, qu'est-ce que vous entendez par abus, justement? Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, mais je peux vous donner un exemple. Par exemple, quand on est venu essayer de défendre devant l'Assemblée nationale, du coup, en novembre dernier, le vote qui avait été fait par les députés, et donc les représentants de la nation dans cet hémicycle, on a eu, par exemple, une policière qui nous disait qu'il n'y avait pas besoin de faire de sommation, puisqu'on savait très bien que ce que l'on faisait était illégal. Il y a eu plusieurs tentatives d'intimidation pour des choses que ce qu'on faisait était légal. Se rassembler tout à l'heure et venir se présenter à cette commission sans avoir à passer par 8 rues différentes et devoir négocier avec un policier pour pouvoir se présenter à une commission parlementaire, ça me semble être de l'abus, et il y en a de très nombreux autres. Moi, par exemple, j'étais sur l'action des Champs-Élysées, pour laquelle j'étais en garde à vue. On m'a menacé de me casser le bras, parce que pour absolument aucune raison, simplement parce que je faisais une action non violente. C'est parmi les très 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 nombreux exemples. J'ai vu aussi beaucoup de choses en garde à vue, on pourra en témoigner plus longtemps, je pense. Et sur la question de la répression, du coup, je pense avoir dit très clairement que ça ne fera pas baisser la détermination, en tout cas pas au niveau d'un mouvement. Moi, ce que je sens et ce que je vois, c'est qu'au contraire, ça suscite une révolte encore plus grande, parce que ça vient rendre visible une injustice qui était jusque-là invisible. L'injustice qui est de se dire, on pourrait croire aujourd'hui, et je sens beaucoup de décontraction dans la salle, malgré les propos très lourds qu'on a, de l'injustice énorme qu'est l'injustice du réchauffement climatique. C'est une injustice géographique, c'est une injustice en fonction des âges. Et je trouve que ça vient rendre visible simplement une violence qui était déjà présente. Je ne pense pas que la répression aujourd'hui... Parce qu'en fait, c'est quoi les autres issues possibles? Soit le réchauffement climatique s'arrête, et dans ce cas-là, on n'a plus de raison de se mobiliser, mais ce n'est pas parti pour, avec l'action politique qui est en cours. Soit on décide tout d'un coup de ne plus avoir envie de vivre et de se résigner, mais je ne pense pas que ce soit dans la nature humaine profonde, en tout cas pas dans la mienne, et pas dans celle que je vois autour de moi. Faut juste, voilà. Je peux compléter quand même par rapport aussi, c'était aussi une de vos questions, Monsieur le Président, sur la façon dont nos actions étaient pénalement traitées. Et donc actuellement, il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont été ou qui vont être en procès. Et c'est des personnes... Comme Pierre, comme Bertrand, comme moi, qui n'ont jamais été au tribunal correctionnel pour quelque infraction que ce soit. Et
voilà, je vais parler pour ma part, je ne peux pas parler pour les autres, mais je suis à l'image de plein de gens qui ont un boulot, qui ont des enfants, qui ont une famille, qui ont des activités, qui ont autre chose à faire. Et ça rejoint ce que disait Pierre, c'est-à-dire que si on est prêt à continuer, malgré cette menace et ces procès et ces condamnations qu'on a, c'est bien parce que l'enjeu derrière, il concerne notre existence et il concerne aussi nos valeurs. Comment continuer à regarder mes enfants dans les yeux, à faire mon boulot de médecin à l'hôpital qui protège les plus vulnérables, tout en sachant qu'en fait, les plus vulnérables vont mourir de la chaleur en France, et déjà cet été. Donc, face à ça, on ne peut pas s'arrêter. Quand on prend conscience, au-delà de son travail quotidien, ce que j'ai fait il y a quelque temps, quand on prend conscience de la réelle gravité et de l'imminence de ce péril, et qu'on ne peut plus revenir en arrière, et on se dit, si je ne fais rien, je cautionne cet immobilisme, cette inaction de l'État condamné 2 fois. Donc voilà, on est des citoyens qui prenons nos responsabilités et, je reviens sur la question de nos rapports aux institutions, on demande à ce on espère que les personnes qu'on rencontre dans les institutions, y compris l'institution judiciaire, vont prendre leurs responsabilités de citoyens pour aller dans le sens de la préservation de nos vies, de notre climat, de l'eau, de nos récoltes, et pas criminaliser et pas condamner ceux qui les défendent. Monsieur Taverne et puis ensuite Monsieur Bellamiti. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame, Messieurs. Alors tout d'abord, je voudrais quand même répondre à notre collègue Lucas. On ne vous a pas vu depuis le début des travaux en commission d'enquête, donc vos réflexions... Non, mais enfin, on va pas sur ce terrain-là. Chacun est libre de venir ou de ne pas venir. Donc, surtout sur le maintien d'ordre, on en a parlé pendant des heures. Donc si vous aviez assisté au débat, nous n'en serions pas là. Donc moi, c'est une petite question que je ne vous ai pas interrompue. Mais moi, je n'ai insulté personne. Personne, jusqu'à preuve du contraire. Vous avez évoqué des conflits armés, etc., dans vos propos introductifs. Donc moi, je voudrais savoir quelle est votre position quand des individus viennent sur une manifestation interdite avec des armes, qui plus est des armes destinées à donner la mort, par rapport aux policiers, aux gendarmes, etc. Il y a eu des gendarmes grièvement blessés. Donc je voudrais savoir quelle est votre position par rapport à ça. Ensuite, monsieur le rapporteur l'a évoqué, vous avez cité notamment les violences venant de l'extrême droite. Nous condamnons toutes les violences d'où qu'elles viennent, extrême droite, extrême gauche également. Et d'ailleurs, selon les dernières auditions, on peut dire que l'ultra-gauche, plutôt majoritaire. Donc je voudrais savoir, est-ce que vous véhiculez un message politique ou alors est-ce que vous défendez vraiment votre cause? Ensuite, vous parlez de maintien de l'ordre. Est-ce que c'est vraiment également votre but de parler de maintien de l'ordre à la française? Je vous invite juste, parce que vous parlez de répression, etc., d'aller dans des pays étrangers. Aller en Afrique centrale, aller dans les pays du Moyen-Orient, aller voir là-bas comment ça se passe. Et ensuite, vous pourrez venir faire des commentaires en France. Ensuite, vous avez parlé de, et c'est ça qui est quand même important, de personnes tabassées en garde à vue. Nous avons auditionné Madame Simoneau, qui est quand même la contrôleure générale des lieux de privation de liberté. À aucun moment elle parle de gens tabassés. Elle parle plutôt de conditions de garde à vue, aussi bien pour les personnes placées en garde à vue que pour les policiers eux-mêmes. Donc je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, puisque même si effectivement le réchauffement climatique est un sujet important, je le reconnais bien volontiers, mais la France est quand même un des pays les plus verts au monde. Moi je suis élu dans une circonscription à 90% rurale, 90% rurale. Il y a des élus locaux qui prennent des mesures pour effectivement essayer de limiter la consommation énergétique.
il y a des exploitants agricoles qui essayent de faire du mieux possible véritablement pour préserver l'environnement. Et malgré cela, nous avons dans ma circonscription des actions qui peuvent être souvent violentes par rapport justement aux décisions qui sont prises. Donc est-ce que vous pensez qu'il faudrait plutôt continuer vos actions, ou alors est-ce que vous êtes là pour faire passer un message politique? Parce que vous mélangez violence, maintien de l'ordre. En fait, là, vous passez un message politique. Donc, je veux savoir quelle est véritablement votre position et la position de votre mouvement par rapport à cela. Merci. Je vous laisse décider de qui répond. Du coup, je ne vais pas répondre à toutes les questions parce qu'il y en avait beaucoup. Je vais en répondre à une ou deux et après je passerai la parole. Sur les personnes venant avec des armes, je ne vais même pas répondre parce que je pense qu'on a dit à peu près 15 fois depuis le début de cette commission qu'on était non-violents, donc je vais refaire la même réponse. Nous sommes non-violents. Sur la politique de maintien de l'ordre en France, sur le fait qu'on a de la chance, moi j'ai envie de vous demander si vous êtes déjà allé en garde à vue, si vous avez déjà été incarcéré pour des actions non violentes. Je pense que ce n'est pas le cas. Non, une incarcération, c'est quand on est privé de liberté, c'est quelqu'un en garde à vue. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc là-dessus, je pense qu'on parle à un niveau d'information qui est tellement différent que, pareil, je ne vois pas d'intérêt spécialement à répondre. Effectivement, les conditions... Comment ? Non, mais du coup, vu qu'il nous a été expliqué que ce n'était pas grand-chose et qu'il fallait s'en satisfaire parce qu'il y avait pire ailleurs, je me permets de répondre que c'est par l'expérience. Voilà. J'ai parlé du maintien de l'ordre ailleurs. Je n'ai pas parlé de la garde à vue. Ne confondez pas. Bon, si les personnes qui ont perdu un œil, une main dans des manifestations vous semblent OK, c'est votre droit, ce n'est pas mon cas. Et sur la partie peut-être sur les pays verts. Oui. Effectivement, juste, je rebondis quand même sur la partie. Vous parliez vous disiez oui, aller manifester en Afrique centrale. Enfin, je sais pas exactement ce que vous aviez dit exactement, mais je sais plus exactement ce que vous avez dit, mais vous disiez les conditions de répression sont pires dans d'autres pays. Oui, c'est le cas. Et alors, c'est pas pour autant qu'il y a pire ailleurs que c'est bien ce qu'on fait ici. Si on se compare toujours au pire, effectivement, on se sent toujours bien et dans le. Mais non, mais c'est exactement la même chose en plus d'ailleurs parce que vous employez le même genre d'argument. Vous dites la France est un des pays les plus verts au monde. Donc là encore, vous faites une comparaison par le négatif en allant chercher les pires pays industriels et en comparant avec la France pour dire mais regardez, nous par rapport à eux, on est quand même beaucoup plus avancé. Sauf que en France, il se trouve que on est actuellement à une moyenne de 10 tonnes d'émissions de CO2 par habitant. 10 tonnes d'émissions de CO2 par habitant, si on compte les émissions importées. On sait que si on veut respecter les accords de Paris, donc si on veut avoir une chance de nous faire notre part pour rester dans un monde à peu près viable, il faut qu'on passe à 2 tonnes de CO2 par habitant. Alors, ces 10 tonnes alors, évidemment, il y a des disparités très grandes au sein de la population. Généralement, les populations les plus riches vont avoir tendance à émettre davantage que les autres. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut regarder de près. Mais globalement, non, la France n'est pas ça n'a aucun sens de dire la France est l'un des pays les plus verts au monde. Nous sommes citoyens français, nous estimons que la France ne fait pas sa part, ne fait d'autant plus pas sa part si on considère la responsabilité historique que la France a et le niveau d'émissions les émissions qu'elle a pu émettre sur toute son histoire industrielle. Donc non, nous ne partageons pas du tout ce point de vue. Je voudrais terminer nos propos par rapport à le maintien de l'ordre. On en a parlé un petit peu. Il est question ici d'un enjeu historique, planétaire, humain, et il est question en droit de proportionnalité. C'est-à-dire que ce soit la Cour européenne des droits de l'homme, parce que beaucoup d'actions militantes sont certaines condamnées en première instance, et puis finalement, quand ça va à la Cour européenne des droits de l'homme, le caractère militant, avec des actions proportionnées par rapport à l'enjeu qui est défendu, est reconnu, est préservé, est défendu. Et je mets ça en lien, en parlant de proportionnalité, avec le nombre de mises en garde à vue récemment dans la période qui nous occupe, qui n'ont pas donné lieu finalement à des actions
judiciaire, ce qui interroge quand même sur l'abus de la garde à vue. C'est tout ce que je voulais dire. Je vais passer la parole à Monsieur Bellamiti. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je voudrais dire à messieurs et madame que vous n'êtes pas sur le banc des accusés. À aucun moment je n'ai eu cet état d'esprit en rejoignant cette salle de commission. Et vous dire que, contrairement à ce qui est inscrit sur votre compte Instagram, qui faisait état de la convocation à laquelle vous avez répondu favorablement, parler de signal inquiétant pour la démocratie. Au contraire, je crois que votre présence ici nous permet de mieux comprendre votre spécificité, vos modes d'action par rapport à d'autres qui peuvent être qualifiés de violents ou qui sont violents manifestement, afin de mieux légiférer. Vous parliez tout à l'heure de victoire politique significative de l'action non violente. Si à un moment donné on veut obtenir des victoires politiques de vos actions, en tout cas de celles que vous revendiquez, il faut qu'on se parle. Et quoi de mieux que de le faire ici, devant la représentation nationale. Donc votre présence ici n'est en aucun cas un signe de malaise démocratique, bien au contraire. J'aurais 4, du coup, interrogations pour mieux comprendre vos actions, ce que vous représentez, les différences qui vous caractérisent par rapport à d'autres organisations. Vous réalisez, semble-t-il, mais vous me corrigerez si je me trompe, des blocages de circulation, des actions comme celle-ci, qui sont manifestement illégales. Quelle est la différence, selon vous, entre l'illégalité et la non-violence? Est-ce qu'une action non-violente, de fait, devrait être légitime au sens de légal? C'est ma première question. Et le corollaire de cette question, c'est comment espérez-vous convaincre un maximum de Françaises et de Français qui, in fine, se traduisent par des votes dans les urnes en démocratie, en menant de telles actions? Comment vous souhaitez susciter l'adhésion en menant des actions qui perturbent le quotidien des Françaises et des Français? Deuxième question, vous parlez dans votre même post Instagram des soulèvements de la terre, en tout cas des actions qui ont mené à leur dissolution. Est-ce que vous vous sentez solidaire des actions de dégradation des exploitations agricoles qui ont été menées dans le département dont je suis le représentant, en l'occurrence la Loire-Atlantique, et où les condamnez-vous, le cas échéant? Je parle évidemment des dégradations des exploitations agricoles. Troisième question, vous parlez dans ce même post Instagram qui est long, et j'invite tout à chacun à aller le lire, d'élites politiques et économiques qui organiseraient sciemment l'anéantissement du vivant. Vous voulez savoir de qui vous parlez. Peut-être que je peux m'inclure dans cette élite politique, mais j'aimerais que vous précisiez de qui vous parliez. Et enfin, est-ce que vous envisagez, est-ce que vous projetez de mener des actions ailleurs qu'en France? J'entends par là dans des pays qui sont les principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Je vous remercie. Et vous repassez la parole. Oui, alors je vais essayer de répondre à certaines questions et mes camarades répondront aux besoins. Alors déjà, sur votre question sur les blocages de la circulation, je vous avoue, j'ai pas très bien compris la question. Vous vous demandez si c'est la différence entre légal, légitime. Enfin, je vous avoue, j'ai pas très bien compris la question, mais en gros, nos actions de blocage de circulation, c'est des actions qui existent depuis très longtemps. Ça a été d'ailleurs évoqué. Il y a d'autres mouvements qui l'ont fait avant nous. De manière générale, des actions de blocage, il y a d'autres organisations qui les pratiquent, que ce soit les syndicats depuis le début de l'ère industrielle, les syndicats pratiquent ce type d'action. Donc, effectivement, il fut un temps où c'était illégal pour les syndicats. C'était même fut un temps illégal de se syndiquer. Puis il a été illégal d'organiser des grèves, d'organiser des blocages industriels. Et progressivement, ces droits ont été acquis. Aujourd'hui, pour le moment, effectivement, il n'y a aucun dispositif légal qui permet de reconnaître la légitimité de nos actions, comme par exemple il en existe pour les lanceurs d'alerte, qui, il y a 10 ans ou plus, n'étaient pas non plus autorisés à pratiquer leurs actions de lanceurs d'alerte. Mais aujourd'hui, il y a un droit qui conforte et qui protège les lanceurs d'alerte et qui légitime leur action. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nos actions, elles sortent de la légalité et il n'y a pas encore de dispositif légal ou juridique qui vient valider la légitimité de ces actions. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais en tout cas, après, vous pourrez éventuellement clarifier s'il y avait autre chose que vous vouliez, sur laquelle vous vouliez nous interroger. Ensuite, par rapport au soulèvement de la terre, nous, de manière générale, nous sommes solidaires de l'ensemble des mouvements qui manifestent
de manière non violente au sens du droit français, c'est-à-dire non violente à l'égard des personnes. Nous sommes solidaires de toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, vont engager des luttes de résistance pour préserver le vivant. Après, nous, les actions de dégradation ou autres, c'est pas les actions qu'on a choisies. Nous, c'est pas les actions qu'on a choisies. Donc, on choisit d'agir différemment. Donc maintenant, ce serait difficile de juste nous assimiler tel quel. Mais de fait, nous partageons la même, nous partageons une même volonté de préserver le vivant. Ensuite, sur les élites politiques et économiques, encore une fois, c'est une question de connaissance. Il y a 20, 30, 40, 50 ans, il y avait encore beaucoup de monde qui n'était pas bien, on va dire, sensibilisé à ces questions, qui n'avaient pas forcément lu les rapports du GIEC, qui n'avaient pas forcément étudié la littérature scientifique sur le sujet du réchauffement climatique. Donc à cette époque-là, on pouvait dire, effectivement, les élites politiques et économiques font tourner un système sans connaissance de cause. En tout cas, on pouvait leur accorder le bénéfice du doute, bien qu'on se soit rendu compte que, par exemple, une entreprise comme celle de Total a sciemment caché des preuves, des études scientifiques qui démontraient que leur activité était néfaste pour le climat. Et ce, il y a plus de 40 ans en arrière. Donc en réalité, ça dépend pour qui. Mais aujourd'hui, clairement, on ne peut pas se cacher derrière son ignorance. Je veux dire, les rapports du GIEC, tout le monde a lu des articles au moins scientifiques qui résument leurs propos. Donc oui, les personnes qui aujourd'hui sont au pouvoir, les élites politiques ou économiques, savent ce qu'elles font. Elles savent les conséquences qu'implique de maintenir un système tel que celui sur lequel s'appuie notre société aujourd'hui. Simplement pour peut-être juste compléter, parce que je trouvais que la réponse était complète, mais un élément, c'est sur la question de la légalité et de légitimité. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont à apprécier là-dedans, notamment est-ce qu'il existe d'autres manières d'agir qui soient, elles, légales et qui soient proportionnées. Et je pense que le principal terme à retenir de ça, c'est la proportionnalité de l'action. Aujourd'hui, on estime que bloquer une route pour alerter et perturber, pour déclencher une action politique sur le réchauffement climatique, c'est proportionné vis-à-vis de la catastrophe qui menace la vie sur Terre. C'est proportionné. Et d'ailleurs, ça a été reconnu par un juge partiellement, qui n'a pas reconnu totalement l'état de nécessité, car par contre prononcé une dispense de peine, parce qu'il reconnaissait la proportionnalité de l'action. C'était en janvier dernier. Merci beaucoup pour ces éléments. Je vais repasser la parole à monsieur le rapporteur. Simplement, avant de lui repasser la parole, quand on regarde un petit peu en tout cas les arguments que vous développez dans vos écrits, sur les réseaux sociaux, il y en a un où on peut lire « L'objectif est de catalyser des soulèvements populaires massifs dans les années à venir ». Qu'est-ce que vous entendez par là ? Oui, très simplement, ça a déjà un petit peu été évoqué, mais le GIEC lui-même déclare, dans une large mesure, la société civile est la seule force motrice sur laquelle on puisse compter pour pousser les institutions à changer au rythme voulu. Donc il y a des changements d'ampleur qui sont face à nous, des changements de société d'ampleur. Donc nécessairement, ces changements doivent s'accompagner de mobilisations sociales d'ampleur. Sinon, ils ne se feront pas. Parce que ça a déjà été évoqué, il y a des pressions économiques d'un côté. Si de l'autre côté, on n'a pas une pression populaire, une pression d'un mouvement social d'ampleur, écoutez, on n'y arrivera pas. Donc effectivement, nous, notre objectif initial, nos actions n'ont pas pour but de mobiliser dans un premier temps les personnes les plus motivées, on va dire, les plus conscientisées. Mais l'objectif à terme, c'est de mobiliser bien plus largement autour de nous. Je vous remercie et je repasse la parole à notre rapporteur. Simplement, ah oui, pardon, excusez-moi. Là-dessus, parce qu'il y a une question qui n'a pas été posée et qui me semble être complémentaire de ça pour comprendre pourquoi on a choisi la rénovation thermique des bâtiments spécifiquement. Et c'est en miroir avec l'objectif de catalyser des soulèvements populaires. C'est parce que c'est la mesure la plus simple, la plus gagnable et la plus consensuelle dans la société, qui fait à la fois consensus dans les classes sociales les plus pauvres, les plus aisées, où il y a globalement quasiment personne qui y est opposé. Et du coup, c'est extrêmement important de comprendre que si le gouvernement et les personnes au pouvoir ne sont même pas capables de faire avancer le sujet de la rénovation, qui est vraiment la première marche, la marche la plus simple sur laquelle monter pour déclencher une action, c'est vraiment qu'on ne peut pas nourrir d'espoir sincère et sérieux vis-à-vis de cette action politique. Monsieur le rapporteur.
Oui, merci, Monsieur le Président. D'abord, je redis à nos collègues qui ont posé la question sur la confusion des genres et l'intérêt de cette audition que c'est précisément parce que vous avez choisi l'action non violente et parce que nous regardons les groupuscules violents dont vous n'êtes pas, que nous souhaitons avoir votre point de vue sur le rejet d'une méthode d'action qui n'est pas la vôtre. Je crois que c'est assez clair, de la même façon que nous allons interroger des personnes qui ne sont pas violentes et qui, par contre, ont un jugement, une interprétation, une vision de ce qu'est la violence dans notre société et ce qu'est la violence politique et comment elle se définit. Je reviens sur la question de notre collègue il y a quelques instants. Lorsque des agissements, cette fois-ci violents, contre des personnes, sont commis, et nous n'avons pas accès au dossier de la dissolution des soulèvements de la terre, mais le juge administratif, le Conseil d'État, y aura accès, bien sûr, puisqu'il a été saisi. Lorsque des actions violentes contre des personnes sont commises par, je ne sais pas comment les nommer d'ailleurs, activistes, militants, je serai très prudent sur la façon de les qualifier, sont commises à l'encontre de personnes, est-ce que vous vous sentez solidaire ou par principe vous considérez que ce n'est pas acceptable? Parce que j'ai bien compris la réponse de Bertrand Caltagirone il y a quelques instants, solidarité vis-à-vis de celles et ceux qui mènent des combats communs sur la question environnementale, j'ai bien compris, mais j'imagine que cette solidarité s'arrête à la violence, y compris lorsqu'elle est commise au nom de cette cause. C'est une question que je voulais vous poser. J'ai l'impression que je vous ai déjà répondu, excusez-moi, monsieur le rapporteur. En tant que voilà, Florence Marchal, citoyenne, impliquée dans ma vie, mon pays, ma famille, mon métier, quand je vois ce qui se passe à Sainte-Soline, je suis choquée. Et ce qui me choque, c'est pas la violence dont vous parlez, c'est les 6000 grenades qui ont été tirées. Et elles n'ont pas été tirées par les manifestants, les 6000 grenades. C'est ça qui me choque. Et on parle de proportionnalité. C'est ça qui me choque. C'est les gens qui sont envoyés dans le coma alors qu'ils ont une autre vie et qui ne sont pas des Black Blocs. Donc, enfin, je vous ai déjà répondu de cette façon-là, pardon. Plus précis. Ah oui. Lorsque, à Sainte-Soline, il y avait à peu près 8000 personnes, dont 1000 personnes dans une logique de radicalité, et ce sont les chiffres qu'on nous donne, et 250 dans une logique de violence aux personnes. Bon. Quand une personne se rend à une manifestation, à ce moment-là, les grenades ne sont pas lancées. Avec des boules de pétanque ou des armes par destination, quelle est donc votre réaction? J'entends bien ce que vous dites sur le problème de l'escalade, de la désescalade, sur le maintien de l'ordre, qui est un débat qu'on a également, bien sûr. D'ailleurs, j'ai souhaité, je le rappelle, que notre commission porte sur le déroulement de l'ensemble des manifestations et des rassemblements, y compris la question du maintien de l'ordre, pour que ça ne soit pas zappé de notre réflexion, au contraire. Mais quand vous apprenez que des individus, au nom de la cause environnementale, viennent avec des armes par destination, vous confirmez par conséquent votre rejet de cette action? Oui, c'est un problème, mais la culpabilité n'est pas de ce côté-là. La culpabilité est dans, je ne vais pas refaire le propos liminaire, mais est dans le fait que l'action politique n'offre aucun espoir. La lutte non violente n'est absolument pas écoutée pour l'instant. Donc effectivement, c'est un problème grave, mais par contre, il faut remettre la culpabilité au bon endroit. Vous commencez votre question en parlant de cette manifestation marquée par la radicalité. Non, j'ai parlé d'une partie, simplement, très clairement. Des manifestants qui ne sont d'ailleurs pas des manifestants. Oui, mais moi, je pense qu'on ne peut pas déconnecter le motif de ces milliers de personnes qui étaient présentes et la question de ce qui s'est passé derrière. Il y a quand même eu une répression qui a été au-delà des personnes que je ne connais pas, j'y étais pas, je ne sais pas, je ne suis pas enquêteuse, mais il y a une répression qui est allée au-delà. Moi, c'est ce que je vois, et je vois surtout qu'on en fait un récit différent selon qu'on est du côté des forces de l'ordre ou selon qu'on était une mère de famille sur place. C'est pas le même récit. Et c'est ça qui me choque beaucoup. Et
moi, je me pose la question, est-ce que cette commission d'enquête parlementaire va éclaircir ce récit? Et on ne peut pas déconnecter ça du fait que les bassines dont il est question, elles profitent à 6% des agriculteurs, aux agro-industriels. Et dernier point, vous nous interrogez sur cette question qui est quand même en lien avec cette histoire d'autorisation ou pas de bassine. Donc là, il y a une manifestation contre l'installation et l'utilisation des méga-bassines avec un dispositif policier sans précédent. Et je ne suis pas sûre, je ne sais pas si dans vos travaux, vous avez évoqué quelque chose qui s'est passé dans la période qui correspond à cette commission, qui était une agression en fin de manifestation de la FNSEA contre le domicile d'un responsable écologique. C'était le 22 mars. Et c'était une manifestation de la FNSEA parce que la juridiction, le tribunal en question avait interdit les bassines. Donc il faut. Et là, il n'a pas été question de dispositifs policiers de cette sorte. Donc voilà, il y a quand même différents poids, différentes mesures qui, moi, me questionnent et m'inquiètent profondément en tant que votante, citoyenne présente ici. Madame Archal, juste deux points qui me semblent quand même importants de préciser en tant que présidente de cette commission d'enquête. D'abord, sur ce que vous évoquez, ce point a été clairement mentionné avec les représentants du syndicat d'exploitants agricoles, et ils nous ont clairement indiqué qu'ils se désolidarisaient de tout type d'action de ce type-là. Et que, comme vous avez pu dire que vous êtes sur des actions non violentes, ils ont précisément tenu à insister qu'ils étaient sur cette ligne-là. Et d'ailleurs, vous pourrez, comme vous, c'était une audition publique, vous pouvez la consulter. En fait, par rapport à ce que vous dites, évidemment, il y a des récits et on les entend. Et notre rôle est effectivement de faire en sorte que nous puissions entendre les récits. Mais le rôle d'une commission d'enquête, c'est par-delà les récits, arriver à aller vers du factuel et vers une objectivation, entre guillemets, du réel. Et c'est ça notre rôle en tant que commission d'enquête, puisque c'est une commission d'enquête qui, évidemment, parce que dès que l'on dit récit, il peut y avoir à la fois interprétation et narration. Notre rôle est justement d'aller par-delà les récits, aller chercher le factuel. Voilà. Et c'est ça qui doit nous motiver pour arriver à objectiver et de voir en fonction de cela, évidemment, ce qu'il convient de faire. Je vais juste repasser la parole à Monsieur Lucas. Ce sera la dernière intervention puisque nous avons un petit peu glissé en termes de temps et donc vous permettre éventuellement de réagir. Oui, dans le prolongement à ce moment-là. Oui, allez-y, monsieur. Merci, monsieur le Président. Rapidement, parce que je suis assez surpris de la dernière question du rapporteur. On a, et vous avez dit vous-même, vous avez convoqué Dernière Rénovation pour éclairer sur un mode d'action non violent. Et vous demandez à plusieurs reprises à les personnes qui sont là, est-ce que vous condamnez telle action violente sur un événement dont ils vous disent qu'eux ont une action non violente? Je crois qu'on voit là un peu clair dans votre jeu. On l'avait dit au moment où on discutait de cette commission d'enquête en séance, dans la volonté de criminaliser finalement le mouvement écologiste. Et moi, je ne suis pas d'accord avec Manuel Valls, dont vous avez été proche, je ne sais pas si c'est encore le cas, quand il disait « expliquer, c'est excuser ». Quand on vous explique comment naît la violence dans la société, vous répondez tout de suite, mais est-ce que vous condamnez? Est-ce que nous allons passer chaque audition à interroger chaque personne qui est interrogée sur toutes les violences qui existent dans la société, qui ont de près ou de loin un rapport avec la cause qu'ils défendent? Dans ce cas-là, interrogez-moi. Moi, je suis militant de gauche sur toutes les violences commises dans le cadre de rassemblements sociaux, républicains, démocratiques depuis 200 ans. Et passons-y des heures entières. Je crois là que nous débordons du cadre de cette commission d'enquête et je ne vois pas au nom de quoi on demande à des personnes individuellement de répondre à ce qu'elles condamnent telle ou telle action. Moi, je ne vous demande pas si vous condamnez telle ou telle action et vous n'avez pas à me demander non plus si je condamne telle ou telle action. Je pense qu'il faut là aussi qu'on fasse attention pour un petit récit médiatique que vous voulez installer dans l'opinion à l'égard des mouvements écologistes, à ne pas faire de cette commission d'enquête n'importe quoi. Alors,
rassurez-vous, il n'y a pas d'objectif, je dirais, de procès d'intention. Alors, par contre, je note dans votre propos que vous souhaiteriez être témoin dans la commission d'enquête. On peut le faire, hein, on peut éventuellement le faire si vous le souhaitez. Mais, Monsieur Caron, je vous en prie. Je prolongeais le propos de mon collègue. Je suis plus étonné, cette fois-ci, je suis vraiment choqué de votre part, monsieur le rapporteur, d'autant que je sais maintenant que ce n'est pas votre inconscient qui parle, mais bien votre conscience. Lorsque vous tentez de faire dire des choses à nos témoins du jour qui n'ont aucun lien avec l'objet de cette commission d'enquête, on n'a absolument pas à leur demander comment ils se positionnent par rapport à un mouvement dont ils se déclarent eux-mêmes complètement étrangers. Je ne vois absolument pas le rapport, ou alors c'est tenter de jeter l'opprobre, de tenter de jeter un doute pour ceux qui suivent ces débats en disant, vous voyez, finalement, tous les mouvements écologistes ont une forme comme ça, nébuleuse, de manque de clarté par rapport à la question de la violence. Et je pense que là, effectivement, il y a quelque chose de dangereux dans ce que nous sommes en train de faire. Enfin, vous, pas nous. Pas mon collègue et moi. C'est pour ça que je tiens vraiment à insister pour que figure dans le rapport, et je ne doute pas de votre honnêteté pour bien le faire figurer, sur cette clarification qui a été faite ce soir. Et effectivement, ça c'est l'un des mérites de cette audition, de la différence qui existe entre la violence et une dégradation. Je crois que là, il y a une confusion qui est en train d'être installée, et je pense que le rapport aura au moins le mérite justement de clarifier cette chose. Vous pouvez me le confirmer, monsieur le rapporteur? Le rapport n'est pas rédigé à ce stade. Donc non, mais peut-être, monsieur le rapporteur, peut-être s'engager justement à bien clarifier les choses et à aussi nous garantir que non, cette commission n'a pas pour objet de jeter le doute sur tous les mouvements écologistes aujourd'hui dans ce pays, surtout à ce moment, ça a été rappelé en début d'audition, où nous avons constaté qu'il y avait une dissolution d'un de ces mouvements dans des circonstances qui nous gênent terriblement. Monsieur Caron, vous savez, enfin, votre propos est très intéressant puisque la réponse est dans votre propos. Vous imaginez bien que ce n'est pas l'objectif. Enfin, on est dans une commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui va donner lieu, enfin le rapport donnera lieu à un débat préalable aussi, avec la possibilité pour chaque groupe parlementaire de pouvoir adjoindre au rapport sa propre vision de tout cela. Donc vous savez pertinemment que ce que vous êtes en train de dire, enfin le procès d'intention que vous tentez, vous savez qu'il n'a pas lieu d'être. Enfin, c'est la crédibilité même de notre institution qui est en jeu, et vous le savez. L'intention, c'est une réaction par rapport à ce à quoi je viens d'assister. Réaction partagée de mon côté. Bien, je vais passer la parole à monsieur le rapporteur. Bon, moi je veux bien qu'on polémique inutilement, simplement, précisément parce que la structure qui est avec nous aujourd'hui en audition a choisi la non-violence. Je le redis, ça m'intéresse, en tant que rapporteur, de connaître où sont les frontières d'action. Je sais ce qu'est la frontière d'action d'un parti politique. Je sais ce qu'est la frontière d'action d'une structure associative en général. Je sais ce qu'est la frontière d'action d'un syndicat. Je sais quelle est la frontière d'action de Dernière Rénovation, parce qu'ils l'ont explicité. Et là où M. Caltagirone a dit à un moment donné, nous sommes bien évidemment solidaires des actions menées par des structures telles que Soulèvement de la Terre, je souhaitais qu'il confirme, à l'exception, bien sûr, des actions violentes. C'est inutile de me répondre. Et il me semble que ma question était légitime, parce qu'elle a permis de lever une ambiguïté qui aurait pu être interprétée des propos qui avaient été tenus à l'instant même sur la question des soulèvements de la Terre. Donc, pas de procès d'intention. Vous verrez, mon rapport sera très clair. Je ferai des explicitations de tous les sujets qui sont très nébuleux dans le débat démocratique. Ce sera le rôle du rapport en particulier. Non-violence, violence. J'essaierai même d'expliciter comment on peut définir la radicalité en politique. Où sont les frontières? J'essaierai de le faire honnêtement. Voilà. J'essaierai d'expliciter aussi la frontière entre provocation, légitimation, incitation. Et ça ne sera pas simple. Et si ce n'est pas simple, je le dirai. Et je dirais qu'il est peut-être d'ailleurs difficile de tracer des frontières de ce point de vue. Voilà comment j'essaie de travailler, mon cher collègue député. Il me semble qu'en posant la question, en effet de façon insistante, j'ai permis à la structure de clarifier ce qui avait été dit quelques instants auparavant dans la relation aux actions menées par le soulèvement de la Terre. Très bien. En tout cas, il nous reste à vous remercier, donc aussi bien Madame Marchal que Monsieur Taïeb que Monsieur Caltagirone. Donc merci pour votre présence et l'échange que nous avons pu avoir. Je vais suspendre la séance juste 2 minutes, le temps de permettre à Monsieur Vincent de nous rejoindre. Merci beaucoup.